l'opposition, tout comme la nouvelle opposition. Nous sommes en train de nous réunir, parce qu'il faut le dire, nous avons été pris de court, parce que nous pensions que le gouvernement, comme d'habitude, allait organiser des concertations avec la classe politique. Le Parti démocratique sénégalais, quant à lui, est en train de s'organiser. Bien que le processus ne soit normal, il compte aborder toutes les étapes avec beaucoup d'intelligence. Nous sommes habitués à participer à des élections avec un objectif principal, mobiliser toutes les forces vives du parti et gagner une majorité significative à l'Assemblée nationale. En fait, comme vous le savez, une élection, ce sont des étapes. À chaque étape, il faudra répondre présent de façon efficiente. Nous serons prêts le jour du vote. L'opposition, à travers l'Alliance pour la transparence des élections, ne compte pas se laisser faire. Au-delà de saisir les juridictions nationales et sous-régionales à travers des recours, elle va travailler à rester unie pour imposer la cohabitation à l'Assemblée nationale. Je rappelle que l'Alliance pour la transparence des élections regroupe plus d'une centaine d'organisations politiques qui sont en tout cas prêtes à se donner la main pour une coopération électorale. Aujourd'hui, je crois qu'après 5 mois, 6 mois d'exercice, les Sénégalais de façon générale sont prêts à accorder à nouveau une certaine confiance à l'opposition pour éviter au moins que le pays soit déséquilibré. En ce qui concerne les coalitions, le Parti démocratique sénégalais est un parti pour qui aller à coalition est un principe. Donc nous restons ouverts à toute coalition efficace pour nous permettre de gagner une majorité à l'Assemblée nationale. Il s'agira de discuter avec tout le monde. Évidemment, il y a une exception. Ceux avec qui on ne pouvait pas marcher lors de la présidentielle, il est à peu près certain qu'on ne pourra pas encore marcher avec eux. Les dépôts des candidatures sont programmés pour le samedi 28 et le dimanche 29 septembre. Le démarrage de la campagne est prévu pour le dimanche 27 octobre 2024. Merci Alassane. Et les choses se sont emballées depuis avant-hier. Le décret convoquant le collège électoral a été publié. Dans la foulée, la Direction générale des élections a indiqué la chronologie des opérations électorales. Et puis le CNRA a publié aujourd'hui son communiqué relatif à la couverture médiatique. Issa Sall, on va essayer de revenir pour comprendre un peu cette séquence qui s'est ouverte depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Comment l'analysez-vous ? Nous sommes dans une logique politique. Dès lors que l'Assemblée nationale n'existe plus, on passe à une élection. C'est tout à fait normal. Il faut que l'institution puisse recommencer à fonctionner. Et je crois que c'est tout à fait normal que le président puisse convoquer le corps électoral pour cette élection. Donc c'est tout à fait dans la logique des choses. Vous savez, nous avons beaucoup discuté de ça. Tout le monde a épilogué sur la possibilité de laisser l'Assemblée aller jusqu'au vote du budget ou pas. Mais je crois que l'ambiance politique ne s'y prêtait plus. Même le président Diomaye avait annoncé qu'il attendrait d'avoir sa majorité pour supprimer le Conseil économique et social et le Conseil territorial. Et finalement, il a déposé un projet de loi. Et nous avons senti dans cette opération qu'il y avait un bras de fer. Et peut-être que le bras de fer, ça devait servir à arriver à la dissolution. Et la dissolution est tout à fait logique et légale, et tout à fait conforme à la Constitution. Donc, quelles que soient les modalités, quel que soit ce qui a été dit, ce qui n'a pas été dit, quelles que soient les frictions, c'est une normalité. Dans l'enchaînement des faits, donc depuis le 12 septembre dernier jusqu'ici, donc nous sommes dans la logique. Nous sommes dans la logique. Normalement, quand on arrive au pouvoir et qu'on n'a pas une Assemblée nationale de la même coloration, c'est difficile d'agir, voire de mettre impossible. en branle ses idées, ses projets. Donc, je crois que la coalition ou le parti qui est au pouvoir a tout à fait le droit de chercher à avoir une majorité à l'Assemblée nationale, parce que il faudrait bien que les grandes idées ou peut-être les projets qu'ils comptent mettre en place puissent être soutenus par une majorité présidentielle à l'Assemblée. L'opposition dénonce tout de même la méthode un peu brute de décoffrage, selon elle. Bon, on le comprend. Moi, je pense que quand même, d'abord 2 mois, c'est assez court.
c'est très court même, on a 3 mois, on aurait pu aller un peu plus loin. Bon, ça s'explique aussi parce qu'ils veulent qu'avant la fin de l'année, qu'on puisse attaquer le budget. Absolument. Ça se comprend. Mais quand même, le temps est extrêmement court. Et que comme forcément eux ils sont au pouvoir et qu'ils avaient déjà cette idée, ils sont avantagés. Oui. Et, ça aussi c'est l'avantage du pouvoir. Maintenant ce qu'il y a c'est que est-ce que la forme y est, ça je crois que peut-être qu'on annonce des recours. Oui. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans les recours, mais on peut se dire mais le temps est en cours. Oui. Et que il y a peut-être des choses qui auraient pu se faire. On dit qu'on ne peut pas s'inscrire une révision exceptionnelle des listes électorales, alors qu'on a 3 mois, on aurait pu faire au moins une dizaine de jours de révision exceptionnelle. Parce que même si on prend l'article 37 qui dit que quand c'est pas possible dans l'année, mais on n'est plus dans l'année où on a fait la dernière révision. La dernière révision s'est arrêtée en mai, le 6 mai de l'année dernière. Donc depuis lors, on a 1 mois et combien de... Voilà, mai, juin, juillet, août. On a quasiment 16 mois après la fin de la dernière révision exceptionnelle. Donc, on n'est plus dans l'article L37 et que l'article L37 aurait dû permettre de montrer au gouvernement qu'il y a possibilité de faire une révision. Il y a beaucoup de jeunes qui sont là. Parce qu'il y a au moins 300 000 ou 200 000 jeunes qui auraient pu s'inscrire. On parle de 400 000 même. Hein. Voilà, mais je ne dis même pas les jeunes, parce que ceux qui ne se sont jamais inscrits, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient beaucoup plus âgés, auraient pu aussi participer à ce scrutin qui est essentiel. Parce que quand même, nous sommes en début de mandat et qu'il faudrait que quand même tous les Sénégalais puissent apporter leur soutien à leur camp, aussi bien présidentiel que de l'opposition. Mais quand on regarde ce texte-là, on se dit, écoute, tout le monde ne pourra pas. Bon, ça peut se comprendre. Ils peuvent dire que bon, la masse électorale qui est là, c'est la masse électorale qui a élu Diomaye et que pourquoi l'élargir, parce que ça peut créer aussi une situation nouvelle. Et que dans une situation nouvelle, peut-être que l'électorat peut avoir une évolution qui peut ne pas être favorable au régime en place. Oui. Alors l'Alliance pour la transparence des élections a-t-elle cette nouvelle formation, en tout cas en vue des législatives, regrette le manque de concertation. On a vu les images tout à l'heure, il y a beaucoup de leaders, c'est même une formation assez hétéroclite puisqu'il y a beaucoup de leaders d'horizons divers qui se sont donné rendez-vous là-bas, on va en parler bien évidemment, mais ces opposants s'inquiètent des modalités d'organisation du scrutin, vous l'évoquez tout à l'heure. Est-ce que ces inquiétudes sont fondées dans le fond? Oui, parce que bon, généralement au Sénégal, parce que c'est ce qu'ils appellent un dialogue. Le président en a parlé hier en Conseil des ministres pour rappeler qu'il faut que les acteurs politiques se retrouvent pour faciliter les choses, parce que ça peut être plus complexe qu'on le croit. C'est vrai qu'on a enlevé le parrainage, la commission peut-être, il n'y aura peut-être pas autant de listes qu'en 2022. En 2022. Donc la situation peut sembler être beaucoup plus apaisée, mais ça ne veut pas dire que ce sera gage de transparence comme les gens le souhaitent. Parce qu'il faudrait que ceux qui veulent participer, parce que quand même, on a fait des élections, on avait 47 listes, je crois, en 2017. Exactement. Voilà. Et donc, on ne sait pas. Après, la révision de L78 a permis de choisir 5 listes pour pouvoir passer aller rapidement, absolument. Parce que 47, c'était énorme. On ne sait pas. On ne peut pas évaluer combien de listes. Bon, il y en a qui disent que peut-être on n'aura pas le même nombre de listes vu le temps court. Voilà. Mais, vous croyez? Bon, moi personnellement, je me dis que peut-être qu'on n'aura pas autant de listes que de façon en 2022 et que peut-être on aura peut-être autant de listes que le nombre de candidats ou beaucoup moins. Le nombre de candidats à la présidentielle, moi je pense qu'on sera en deçà de ça. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. Même si on a vu quand même que l'opposition elle-même s'est fractionnée, si on parle l'opposition qui vous avez entendu prend de nouvelles responsabilités. Benno Bokk Yakaar qui a été aussi dissoute cette formation, cette coalition. On voit une certaine archipélisation de l'électorat. Mais c'est tout à fait normal. On peut aller en l'élection. On avait une coalition qui s'est constituée en 2012, par exemple Benno, mais parce qu'ils sont gouvernés ensemble. Dès lors qu'ils ne sont plus au gouvernement, ils sont plus aux affaires, c'est tout à fait normal qu'il y ait
une division, que chacun retourne à sa base et reconstitue ses forces pour aller seul ou encore en coalition. Donc c'est tout à fait normal. Même la majorité aujourd'hui, on a vu que Yewwi est allé à l'élection dispersée. Tout à fait. Donc la dispersion, le regroupement, c'est des phénomènes assez comme le ressac de la mer. Ça va et ça vient. Ça va, ça vient. Mais il y a des forces qui ne s'entendent jamais. Vous avez entendu, je crois, Modou Diagne Fada. Non, mais un autre, je crois que c'est qui a parlé tout à l'heure, qui dit que nous ne serons pas avec les gens qui sont allés, avec qui nous n'avons pas été à la présidentielle. Donc cela signifie beaucoup de choses. Cela veut dire que, quel que soit le rassemblement qu'on a vu, ce n'est pas un rassemblement électoral pour aller à l'élection ensemble. C'est un rassemblement pour unir les forces, pour obliger le gouvernement à leur parler dans le cadre de à dialoguer, comme c'est de coutume aussi. Voilà, c'est la coutume. Depuis 1989, absolument, on a toujours dialogué, on a toujours cherché à trouver les moyens pour que l'élection puisse se dérouler dans la transparence et que s'il y a des questions légales, des questions de droit, des questions de texte, qu'on les corrige au niveau du dialogue. Ça n'a pas toujours été heureux, mais on l'a fait. Bon, il est arrivé que, mais après le dialogue, comme on peut changer un article qui peut poser des problèmes avec l'histoire de Karim Wade, mais on a toujours dialogué. Et que le fait que le gouvernement a enclenché le processus sans dialogue, c'est tout à fait normal aussi. Mais entamer le dialogue aujourd'hui aussi, c'est une bonne chose. En quoi c'est normal d'avoir entamé le processus sans dialogue? L'autorité aussi doit prendre des mesures. C'est politique aussi. Ce n'est pas uniquement une question d'éthique, c'est une question politique. Voilà, la politique a l'éthique, mais l'État aussi a des éthiques. Moi, ce sont des acteurs politiques aussi. Donc voilà, c'est des acteurs politiques. Eux, ils n'ont pas à dévoiler leur stratégie. Ils sont allés jusqu'à la dissolution, mais la méthode qu'ils vont utiliser pour lancer les législatives, c'est de leur ressort. Alors, et justement, c'est là que aussi la décision du Conseil constitutionnel interroge, donc du côté de l'opposition, la décision du Conseil constitutionnel indiquant la date à partir de laquelle l'Assemblée nationale pouvait être dissoute et supprimant exceptionnellement, on en parlait tout à l'heure, le parrainage pour ces législatives anticipées, et cette décision du Conseil constitutionnel a été tenue secrète. Ça rime à quoi? C'est de la politique, comme vous le disiez tout à l'heure? Mais c'est anormal. C'est anormal. Une telle décision doit sortir. Même le Conseil constitutionnel aurait dû le publier dans son site internet. Mais bon, j'ai visité tout à l'heure le site internet. Même les résultats des élections, leur décision sur le résultat des élections n'y est pas. Donc, vraiment, c'est des lacunes qu'on ne peut pas accepter. Comment elle s'appelle? Le journal officiel devrait le publier. Mais je ne sais pas, je n'ai pas regardé les dates du journal officiel. Ça aussi, si on a retenu le texte jusqu'à la dernière minute pour le publier, ça prive l'opposition d'un certain temps pour se préparer. Mais comme c'est le président qui a émis la demande, on ne pouvait pas lui laisser la primeur de publier? Non, mais dès lors que c'est fait, ça passe au niveau du secrétariat général du gouvernement, qui a la primature, et que c'est là-bas, parce que le secrétaire général du gouvernement, c'est un peu le secrétaire général de la primature. Donc cette décision a été retenue pour des raisons politiques? Pourquoi pas? Le politique va le dire. Mais moi, je ne suis pas politique, je ne suis pas censé savoir exactement quelles sont les motivations du gouvernement, aussi bien du président de la République ou du gouvernement. Mais le fait que cette décision soit restée secrète pendant une dizaine de jours n'est pas une bonne chose. Voilà. Ça, on peut s'accorder sur ça. Pour des raisons démocratiques. Oui, parce que la transparence ne dit pas. La transparence, ce n'est pas un problème de timing. Je suis transparent jusqu'au 1er janvier et à partir du 31, je ne suis pas transparent jusqu'à... Non, on ne peut pas. La transparence doit être une continuité permanente. Mais le fait de le garder, je trouve que c'est dommageable. Alors, les alliances sont en train d'être constituées, vous l'avez dit, Sassal, mais vous la voyez comment, cette 15e législature qui va sortir de cette élection, qui en réalité sera une clarification après l'élection du président Bassirou Diomaye Faye avec, rappelons-le, plus de 54% des suffrages. Voyez-vous un morcellement de l'électorat ou bien la coalition présidentielle va tenir le haut du pavé au soir du 17 novembre? Mais ce qu'il y a
c'est que toutes les coalitions ont explosé. Oui. Voilà. La coalition même, il y a eu Askanui n'est plus là. N'oublions pas que dans cette coalition, il y avait Tahaou, il y avait le PUR. Oui. Donc, qui ont leur poids électoral. On ne peut pas leur nier. Qui sont partis seuls, quand même, à la présidentielle. C'est Diomaye président qui a élu Bassirou Diomaye Faye. Nous savons tous que ce scrutin, c'était un scrutin qui réglait des comptes davantage qu'un scrutin qui permettait à des expressions politiques de s'affirmer. Donc, quand le président Macky Sall a repoussé la date des élections ou a tenté de repousser des élections, tous les jeux étaient faussés. Oui. Donc, on est allé à une élection sans sérénité. Et puis, il y avait des envies pratiquement de tuer la bête. Le dégagisme était très fort. Avait atteint un niveau extraordinaire. Oui. On ne sait pas maintenant ce que les Sénégalais veulent. Est-ce que, généralement, on a vu ça pendant les élections avec Wade comme avec Macky, quand on sort d'une élection présidentielle, vous gagnez les législatives. Ça coule de source. Ça coule de source. Mais nous sommes dans un moment extrêmement pénible parce que nous sortons quand même de 2021-2023, une crise permanente. Et nous avons une équipe qui est arrivée, qui ne montre pas aussi une certaine aisance dans la gestion de l'État. Pourquoi vous dites ça? Voilà. Non, parce que vous voyez le décret qui est sorti avec retard, parce que ça veut dire qu'ils sont en train de se poser des questions certainement. Parce que s'ils étaient aussi sûrs d'eux, pourquoi essayer de retarder la concurrence? Créer un handicap comme au trop, quand vous créez un handicap, c'est que parce que de l'autre côté, vous savez que celui qui est derrière est peut-être plus fort que vous. Ouais, parce que celui qui est derrière est toujours plus fort que dans un handicap. Est-ce qu'ils ont créé cet handicap parce qu'ils ont peur de l'opposition actuelle? Je ne sais pas. Mais moi, quand je regarde ça et que j'écoute ce qui a été dit et la manière dont ça s'est fait, je me dis, écoutez, est-ce qu'ils ont des craintes? Vous ne les sentez pas sereins, les dirigeants du pouvoir? Je ne les sens pas sereins. Oui. Je ne les sens pas sereins. Tout à l'heure, on discutait de cette manière aujourd'hui, ils cherchent à parler aux populations, parce que ce n'est pas Pastef qui peut gagner une élection. Ah bon? C'est une grande coalition qui gagne une élection aujourd'hui. Tout le monde le dit, on l'a dit. Gagner au premier tour, ce n'est pas aussi évident que ce qu'on a vécu. Ce qu'on a vécu, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, tout à fait. Un candidat de l'opposition, rappelons-le, qui gagne au premier tour, le candidat de la continuité, au premier tour, 54%, ce n'est pas évident. C'est pas comment? Je ne sais pas, parce que vous savez, nous n'avons pas de sondage. Nous n'avons que notre pifomètre pour évaluer les chances des uns et des autres. Mais il faut quand même que l'on se pose des questions, parce que depuis avril, nous n'avons aucune annonce sérieuse pour nous dire, écoutez, voilà, voici où on va aller. Il ne se passe pas grand-chose, c'est ce que vous voulez dire? Il ne se passe pas grand-chose, je pense. Mais ce n'est pas en accusant, en accablant des gens qui ne sont plus au pouvoir que l'on va... Moi, je considère que ce dont j'ai besoin, c'est quelque chose qui m'éclaire devant, qui me dit, écoutez, nous allons faire le train de, je ne sais pas, de Tamba à Ziguinchor. Et voilà, je dis, mais pourquoi pas, ça me permettra de prendre le train, de descendre à chaque gare, de visiter le pays. Ça, au moins, comme on dit, on a un train qui va aller à Matam pour le phosphate. Voilà. Bon, on va, peut-être que Mour, Thiès, les mégalopoles, peut-être que ça va être très étouffant pour le pays. Voici notre nouvelle, nos idées pour un PEC. Nous attendons des projets. Nous n'attendons pas qu'on mette les gens en prison. La vision, la reddition des comptes, on va en parler, mais la vision 2050 va être présentée, en tout cas, dans pas longtemps. C'est aussi une promesse du nouveau régime. Le document, donc le référentiel, le nouveau référentiel serait donc prêt. On va parler, une dernière question politique avant de parler de l'interprétation qui a été faite, ça et là, du rapport, du communiqué du Fonds monétaire international, mais un mot sur le timing politique. L'ATEL, donc l'Alliance pour la transparence des élections, qui regroupe, rappelons-le, près de 100 partis et mouvements, dénonce une volonté d'utilisation de la reddition des comptes dans le but de diaboliser les potentiels candidats de l'opposition. Qu'en pensez-vous? Mais
Si dans l'opposition, il y a des gens qui ont commis des actes qui sont innommables, ben, c'est leur problème. Je suppose, parce que bon, la réduction compte, c'est quelque chose qui doit être permanente. Moi, je ne sais pas. Voilà. Je trouve c'est un impératif républicain. C'est un impératif. Donc, s'il y en a, il n'y a pas de problème. On ne peut pas dire on attend quelque chose. Mais si on entre en élection quand même, on met sur le coude ces dossiers et on attend après l'élection. Ah oui. Mais le temps judiciaire n'est pas le temps politique. Mais quand même, un candidat, vous le prenez, vous le condamnez, il est député, vous suspendez. Le pôle judiciaire financier a été installé. Vous voyez, eux, ils font leur travail aussi. Donc, une certaine immunité. Oui. Donc, les candidats ont une certaine immunité. Dès lors qu'on les nomme candidats, il faut les laisser aller jusqu'au bout. Ah oui, c'est une obligation. On ne peut pas aller prendre un candidat à son meeting pour l'amener. S'il n'a pas commis un délit, ça veut dire qu'il a commis une faute, un flagrant délit. Donc, sinon, mais il faut qu'on laisse les gens aller aux élections. Oui. Maintenant, ce qu'on peut dire sur mais qu'est-ce que vous faites encore une fois du temps de la justice? Parce que aussi, quand on a été aux affaires, quand on a géré la chose publique, on se doit aussi de rendre des comptes. Hein. Oui, mais quand on est candidat, on bénéficie d'une immunité. Attention, on bénéficie d'une immunité. Dès lors, quand on sortira les candidatures, les candidats on ne peut plus aller non, il faut les laisser faire leur arrêter campagne. Qui que ce soit. Il faut les laisser faire leur campagne. C'est après la campagne qu'on pourra les interpeller. Mais je ne peux pas te dire quel est le texte qui réglemente ça. Oui. Mais c'est comme ça. Mais ce serait extrêmement grave qu'on aille prendre, sauf flagrant délit, une tête de liste et le mettre en prison. Vous voyez, mais c'est pas possible. Ce serait autre chose que ça. Alors qu'il est supposé être innocent. Oui. Tout le monde est supposé être innocent jusqu'à preuve du contraire. Et je ne vois pas comment, d'ici janvier, qu'on puisse condamner quelqu'un uniquement sur la base des suppositions ou des rapports dont on parle tant. Oui. Et que tout le monde a lu. Quelquefois, il faut chercher pour savoir exactement. Que tout le monde a lu, que le gouvernement aussi va présenter. Hein. C'est une annonce là aussi ce qui est gênant dans tout ça, c'est les rapports qui ont été donnés à la Cour des comptes, rappelons-le. Oui, mais la Cour des comptes, ces rapports sont publics. Moi, j'en ai lu un, je me disais, mais il y a beaucoup de noms qu'on a cités et que dans ce rapport, je n'ai pas vu un seul de ces noms-là. Donc, vous voyez que c'est quelquefois assez problématique. Mais on doit accepter que le gouvernement doit demander quand même des comptes à ceux qui ont géré ce pays, parce que certainement, il y a eu des fautes. Oui. Mais entre une faute de gestion et un détournement, c'est quelquefois l'écart est extrêmement grand. Donc pour vous, la reddition des comptes ne doit pas être un argument de campagne? Non, ça peut être un argument de campagne comme pour dire que nous, on va faire en sorte que tous ceux qui ont géré se rendent compte. Ça, vous pouvez le dire. Mais comme on peut aussi venir dire, regardez ce qu'ils ont fait. Ah ben, ils sont libres de le faire. Oui. Ils sont libres, c'est public. Hein. Sauf l'IGE, je ne connais pas tous ces... Parce que manifestement, l'État va vers cela, vers la présentation. On a entendu hier le directeur de cabinet du président de la République qui a dit que on va publier, en tout cas tout sera mis sur la table. Vous savez, même les contrats pétroliers sont publics. Oui. Et pourtant, on dit que c'est léonin, on dit tout. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un rapport, mais je ne pense pas qu'à l'IGE, ce sont des gens qui sont doués, aussi doués que Dieu, pour ne faire que du juste. Les gens ont le droit aussi de se défendre. Il faut qu'on arrête de croire que quand l'IGE publie ou la Cour des comptes, c'est parole d'évangile ou le Coran. Non, les gens ont le droit de se défendre. Oui. Il n'est pas dit que ces rapports... Parce qu'il est arrivé que des rapports soient publics et le gars dit, mais je n'ai jamais été interpellé sur ce rapport. Et donc, il faut qu'on soit mesuré. Moi, je préfère attendre que les rapports, que les gens soient interpellés et qu'eux-mêmes qu'ils puissent répondre pour qu'on puisse savoir exactement ce qui s'est passé. Parce qu'il ne faut pas quand même qu'on jette l'opprobre sur les gens comme ça aussi facilement. Moi, je me refuse cela. Il y a des personnes qui ont géré l'argent public, qui doivent rendre des comptes sur certains faits. Oui. Je ne pense pas que c'est sur tous les faits commis. Donc, il faudrait qu'on... Vous avez vu la liste qui a été publiée par le journal Témoin, liste qui serait, en tout cas, qui établit les personnes interdites de sortir du territoire. Oui, j'ai vu la liste, mais bon, je ne pense pas que ce soit une bonne chose que de dire telle personne est interdite. Lui-même,
Il y en a qui ont dit qu'ils n'ont jamais, ils sont à l'extérieur, qu'ils sont sortis. Donc je ne peux pas considérer cela comme vérité d'évangile. Parce que moi, je n'ai pas vu la liste. Mais j'ai demandé, on m'a donné un chiffre. Mais ce chiffre est bien différent. Lequel chiffre? Non, mais juste pour nos téléspectateurs. Moi, c'est beaucoup vous allez publier ça dans comment l'hebdo, mais vous pouvez le dire aussi. Parce que vous savez, ce sont des faits qu'on ne peut pas prouver. Voilà, il y a des faits qu'on ne peut pas prouver. On le prouve, on ne fait qu'une chose. Parce que la crédibilité de l'informateur uniquement qui te permet de croire que c'est vrai ou faux. Mais je ne pense pas que ce nombre soit aussi élevé que ça. Voilà. Et il y a des corps de métier qui n'y sont pas. Merci. D'accord. Donc pour vous, reddition des comptes, oui, mais après la campagne électorale, c'est ce que vous dites? On ne peut pas convoquer le corps électoral et aller à la chasse maintenant. Je ne pense pas que ce soit très adroit. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. S'ils veulent, ils peuvent le faire. Rien n'empêche un gouvernement de dire à un juge de te convoquer. Mais un parquet qui vient d'être installé il y a 2 jours, dans 10 jours qui commencerait à inculper, à mettre les gens en prison, moi je douterais même de la crédibilité. N'oublions pas qu'ils ont été nommés. Sauf que pour changer d'autres personnes. Ce qui veut dire que peut-être est-ce qu'ils ne sont pas des juges? On va dire que ce sont les juges du gouvernement et ce ne serait pas une bonne chose. Et ce ne serait pas une bonne chose. Sauf que le Premier ministre, qui est chef de parti, a renoncé la couleur. C'est normal. Mais il fait de la politique. Pourquoi pas? Il est libre de dire, écoutez, on va couper des têtes. Mais dans le cadre de la République, il peut faire de la politique. Il fait de la politique, mais un Premier ministre, il est Premier ministre d'un gouvernement. Et un gouvernement, tous les hommes qui sont dans le gouvernement sont des hommes politiques. Ah ouais, il est libre. C'est un homme politique qui fait de la politique depuis une dizaine d'années, qui a montré sa ligne, qui conduit sa ligne avec fermeté, avec justesse, et qui n'a jamais bougé de sa ligne. Il faut lui reconnaître cela. Maintenant qu'il dit que moi, je peux jurer, ou il ne l'a pas fait, que moi je me considère comme un honnête homme. Je suis arrivé au pouvoir en vendant mon honnêteté. Et qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui ne sont pas... Et en pointant du doigt aussi, il faut le rappeler, la gestion du pouvoir sortant. Donc il est parfaitement dans son droit et dans son rôle de dire, moi, la politique c'est ça. Ma politique c'est ça. Il ne faut pas que l'argent public, l'argent du contribuable sénégalais, votre argent, mon argent, soit pris par certaines personnes qui vont dilapider ça ou qui vont mettre ça dans la poche. C'est tout à fait légitime qu'ils le disent. Il faut le prouver aussi. Voilà. Mais vous militez pour une trêve électorale avant de passer à la reddition des comptes. Regardez, on allait aller à les élections avec Diomaye en prison. On l'a sorti. Pour qu'il puisse participer, se défendre, défendre son programme avec son ami. Ils sont allés le faire. Mais c'était une très bonne chose. Au lieu de mettre quelqu'un en prison qui va sortir en prison pour aller être député. Si quelqu'un est député, et on dit qu'il est en prison. La campagne a même démarré alors que le président Diomaye était en prison. Donc si demain, on prend, je ne sais pas, un camp, et qui gagne l'élection législative, comme ce qui est arrivé quasiment. Et comment Khalifa Sall a été élu député alors qu'il était en prison. Voilà. Et donc il faut éviter d'arriver à ça, d'autant plus qu'il n'y a rien qui presse. Nous avons, il y a un mandat qui vient de démarrer dans 5 ans. On va revenir encore après l'élection de 2029 à une élection. Donc mieux vaut, on a le temps pour régler les comptes. Mais on n'a pas le temps à perdre pour le gouvernement dans cette bagarre-là. Ils n'ont pas le temps à perdre. Aujourd'hui, ils ont perdu une année. Non, ils n'ont fait que 6 mois pour le moment. Mais cette année, on va aller à des élections. Avec cette élection qui va finir pratiquement en novembre, le temps qu'on est dans une autre année. Tout à fait. Après, on prépare les locales qui vont arriver. Alors, mais quand le temps du travail et le temps de la politique vont se chevaucher de telle sorte qu'on ne soufflera pas. Et c'est comme ça depuis 2016 en réalité au Sénégal, depuis le référendum de 2016 jusqu'à 2024, 2022, on est dans une séquence politique interminable. Si ce n'est la reddition des comptes, Issa Sall, sur quelle base le nouveau régime pourrait aller recueillir les suffrages des Sénégalais? Qu'est-ce qu'ils peuvent montrer ou qu'est-ce qu'ils peuvent dire aux électeurs pour être élus, pour avoir plus de la majorité lors de cette 15e législature? Il y a au moins une chose qui est claire, Macky Sall n'est plus là. Ça c'est fait.
de lanceurs d'alerte à activistes, de France Dégage, tout ça, il faut mettre de côté. Je crois qu'aujourd'hui, quand on est à la tête d'un État, la première chose à faire, c'est de donner de l'espoir aux Sénégalais. Mais je ne pense pas que ce soit en prenant des gens sans les mettre en prison que automatiquement, parce que les gens qui sont mais à la s'ils ont maison, fauté aussi, on ne va pas non plus faire table rase sur on ne fera pas table rase. Mais des Sénégalais, des détournements supposés. On les attend dans l'assiette. Il faut que les Sénégalais puissent se retrouver, avoir un emploi. Il y a des possibilités qu'ils doivent explorer. C'est à eux de réfléchir. Ce n'est pas aux Sénégalais de réfléchir pour trouver un emploi. C'est au gouvernement de réfléchir pour trouver des opportunités. Il faut rassurer les Sénégalais. Il faut rassurer aussi le monde. Parce que dans un pays où il y a des règlements de compte à tout bout de champ, personne ne viendra investir ici. Donc nous avons besoin d'un régime qui pousse les Sénégalais à créer de la richesse et à attirer d'autres qui viennent créer de la richesse chez nous. C'est la promesse, l'endogénisation de l'économie, mais si on la renégociation des contrats, tout cela, c'est de la création de richesse. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec la renégociation des contrats, mais ce qui est sûr, c'est que... Et l'investissement? Si l'investisseur, parce que vous, moi, nous ne sommes pas des investisseurs que de petites catégories. Voilà. Mais quelqu'un qui amène 5 milliards, ou comme les champs pétroliers, on te dit, ils ont investi 5 milliards. Oui. Mais 5 milliards, c'est combien? Ça représente énormément. Vous savez, l'Afrique en entier, vous avez un bâtiment de 20 étages à New York, c'est le même chiffre d'affaires. Oui. Nous sommes extrêmement faibles. Donc, nous avons besoin de l'argent des autres. Et que ces gens-là doivent venir au Sénégal pour investir. Il faut qu'on les rassure. Mais si on ne les rassure pas, on ne rassure pas les Sénégalais, nous serons toujours dans la désespérance, dans le désespoir. Ces gosses-là qui prennent les pirogues pour partir. Oui. Mais il ne faut pas voir ça parce qu'ils sont ambitieux, des trucs comme ça. Mais il y a un désespoir dans les familles. Absolument. Ce n'est pas le gosse qui part, quelquefois, il le fait contre son gré. C'est un désespoir de cause. C'est un désespoir parce que toi, tu portes les espoirs d'une famille. Oui. Et donc, nous devons faire que dans ces familles-là, on crée de l'espoir. Que les gens puissent dire on va à l'école, mais quand je sors de l'école, j'ai une chance. Mais quand vous allez à l'école, vous vous dites je n'ai pas de chance. Et ça, ce n'est pas possible dans un pays. Il faut que les gens puissent avoir de l'espoir. Et moi, je considère que dans nos pays, on ne crée pas d'espoir. Oui. Et surtout... mais l'espoir était permis d'ailleurs, est permis avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Mais c'est ce qu'on attendait. Élu par la jeunesse, en tout cas porté au pinacle par une certaine jeunesse. Mais la jeunesse a de l'espoir. Maintenant, c'est à eux de confirmer à la jeunesse que cet espoir était bien fondé. C'est ça. Maintenant, depuis qu'ils sont là, attention, nous n'avons rien vu. Ça aussi, il faut le constater. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un grand investisseur qui est venu au Sénégal pour dire je ne sais pas pour quelle raison je vais faire quelque chose? Non, on n'en a pas. J'ai vu les gens de Dubaï Port, mais c'est un projet qui était là. Absolument. Donc, il faut le PDG a rencontré le Premier ministre. Le Premier ministre, ils ont certainement pour confirmer. Mais regarde le problème de l'eau qu'on a eu. La friction. La salinisation, la désalinisation. L'Arabie Saoudite. La désalinisation. L'Arabie Saoudite, c'est un partenaire extrêmement important. Stratégique surtout. Il ne faut pas que nos partenaires nous lâchent aussi. Moi, je suis pour que l'on défende les intérêts du Sénégal, mais que l'on y aille mollo et en bonne diplomatie. Et puis de la France qui était vue quand même par un bouc émissaire, en tout cas nous, la source de tous nos problèmes, manifestement. Comment voyez-vous le partenariat, la continuité? Le président de la République a dit qu'il ne veut pas que l'arrêt soit brutal avec la France. Qu'en pensez-vous? Mais on n'a pas arrêté avec la France. La France est un pays. Et c'est un pays important. Considérer la France comme un moins que rien, ça veut dire que nous sommes aveugles. La France est un pays important. D'abord, on a la langue. Vous quittez le Sénégal, vous avez une bourse, vous allez en France, vous pouvez étudier. Vous n'avez pas à faire 6 mois ou 3 mois pour s'adapter. Comme ça, on a des English fluent. Aller à l'OFI. Non, on ne peut pas. Donc, il faut qu'on accepte cela. La langue française, c'est notre langue aussi. Ce n'est pas une langue importée uniquement. Quand une langue s'impose dans un pays langue officielle, pendant 3 ans. Disons. Oui, mais c'est notre langue. Ça nous appartient aussi. Il faut qu'on arrête considérer que l'autre, c'est comme on dirait, non. Il faut qu'on arrête ça. Et la France est un partenaire. Ils ont des intérêts ici.
si tous les intérêts français quittaient le Sénégal, on tomberait à moitié de ce qu'on a. Ah ouais. Les entreprises françaises ici peut-être pèsent pour 70% de l'emploi, peut-être. Je ne sais pas. On parle de plus de 250 entreprises françaises. Voilà, 250. Oui. Mais la France qui est là, quand il vous donne 100 milliards pour vous dire je vous soutiens, vous savez, l'argent va dans les entreprises françaises d'abord. Parce que c'est pour payer les entreprises françaises. Oui. Et ils le font. Mais si vous ne le faites pas, la France ne vous donnera pas, les entreprises françaises vont fermer et des emplois vont être créés. Et la création de richesse de ces entreprises-là, c'est rase epsilon. Ouais. Ce qui nous amène à parler d'économie et du rapport, du communiqué en tout cas, du Fonds monétaire international. Les dirigeants des deux régimes, donc l'ancien et le nouveau, se rejettent la responsabilité de l'avenir sombre qui a été prédit économiquement par le FMI. Le FMI, rappelons-le, qui demande l'arrêt de l'exonération fiscale. C'est une ritournelle, ça a été toujours demandé, mais aussi l'arrêt des subventions énergétiques. Mais aujourd'hui, à qui imputer cette économie qui va mal? Mais il ne faut pas qu'on soit arrivé sur le rétroviseur. Moi, ceux qui sont partis sont partis. Et ils vous laissent un héritage. Il faut faire de cet héritage un avantage et non passer son temps à critiquer l'héritage. Parce que l'héritage n'est pas aussi négatif qu'on le dit. Il y a énormément d'investissements au Sénégal. Je crois que le Sénégal faisait partie des 3 pays où il y a le plus d'investissements directs de l'étranger. Donc, il ne faut pas qu'on jette vraiment tout ça à dire que ce n'était pas bien. C'est vrai que depuis, quand on a dans un pays en 2021, autant de manifestations, en 2023, autant de manifestations, en 2024, quasiment une guerre civile ici pour savoir qui va à l'élection ou pas, où le président commet une faute lourde en essayant de reporter des élections. Cette ambiance ne peut pas être favorable à l'économie. Les autres, s'ils étaient là, peut-être qu'ils auraient beaucoup plus, parce qu'ils avaient l'avantage d'être dans le bain. Oui. Ils auraient l'avantage de pouvoir rebondir. Mais à qui la faute? Parce qu'on s'en renvoie la responsabilité. Non, mais il n'y a pas de faute. Oui. Moi, je considère que ceux qui sont arrivés au moment pour eux, parce que on sort d'un moment où l'économie était dans le bon sens, mais durant ces dernières périodes, ça a été difficile. Et eux, au lieu de rassurer, ils ont commencé à dire on va régler, on va ouvrir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Vous allez voir les contrats pétroliers ici, mais des ministres qui vont dans des entreprises pour quasiment appeler les employés, pratiquement pour les mettre en rébellion contre le patron. C'est vrai. Mais ce n'est pas possible. Et vous voulez que maintenant, celui qui a l'argent qui va investir. Non, il n'investira pas. Parce qu'il n'a aucune visibilité devant. Et ça, je crois que c'est ce qui a handicapé ce gouvernement. Il faut qu'il rassure non pas uniquement les Sénégalais et leur électorat en leur disant nous allons couper des têtes et vous aurez du sang. Mais non, on n'a pas besoin de sang. Nous avons besoin des gens qui viennent investir dans notre pays. On n'a pas besoin qu'on tue peut-être une élite. Moi, je considère que arrêtons de s'apitoyer sur beaucoup de choses en disant que nous sommes pauvres. Mais dans un pays, tout le monde ne peut pas être riche. Il y a des gens qui tout le monde ne peut pas être riche et tout le monde ne peut pas être... continuer à défendre la veuve et l'orphelin uniquement contre ceux qui ont réussi et qui, avec eux, contribuent à l'enrichissement du pays. Défendre la veuve de l'orphelin, ok, mais moi, qui investis des milliards, qui recrute des centaines de personnes qui travaillent, il faut qu'on fasse un choix. Tout à fait. Dernière question sur les médias et l'assaut médiatique qui a été lancé hier par la présidence de la République. On avait toute la soirée ici le secrétaire général, le ministre porte-parole de la présidence Ousseynou Ly. Du côté de Walfadjri, on avait le directeur de cabinet du président. Donc c'était vraiment une action coordonnée. Donc un retour aux médias traditionnels. Qu'est-ce qu'il explique? J'interroge le professionnel que vous êtes. Mais je pense que... Alors que les relations ont été plus ou moins heurtées dès le début. Bon, je pense qu'ils allaient sur les plateaux. Mais quand même, quand on vient d'annoncer la dissolution et ensuite maintenant l'élection, et quand on voit que l'opposition, d'une manière extraordinaire, se retrouve avec une centaine de partis qui se lèvent pour dire, écoutez,
nous voulons dialoguer et nous voulons que cette élection soit transparente, il faut se méfier de ça. Il est nécessaire de dire, écoutez, s'ils se retrouvent autour de ça, ils peuvent se retrouver autour d'un autre objectif. Ah oui, des gens qui se retrouvent pour dire nous voulons dialoguer, d'accord, mais qui sont d'accord sur un fait, ils veulent des élections transparentes, mais pourquoi ils ne se retrouveraient pas pour dire écoutez, nous voulons une majorité, certains le disent d'ailleurs. Ah, il faut que l'on ne donne pas la majorité à... Donc moi je trouve que dans ces conditions, la présidence ou la primature doit envoyer ses hommes pour défendre ce projet, pour défendre le projet, pour dire aux Sénégalais, nous sommes dans ce que nous faisons, c'est bien, nous sommes dans notre logique de ce que nous avions promis. Et nous allons continuer pour que les gens nous disent ah attention, ils ont changé de braquet. Je vous pose la question parce qu'il y avait une préférence pour la ruche digitale. La communication digitale était très prisée par le nouveau régime. Oui, mais quand même, on ne passe pas son temps sur un téléphone. Le téléphone n'est pas aussi toujours très convivial, comme on dit. Une télé, quand on l'allume, tout le monde est là, on regarde, et quand le discours porte, ça peut aller très loin. Et donc, il ne faut pas croire que le tout digital ne fonctionne pas. Ça, c'est une vue de l'esprit. Parce que tu peux avoir 100 000 vues, mais tu as acheté la moitié. Donc, parce que les Indiens, ils ont des trolls qui vous mettent des likes. Vous croyez que vous parlez à tout le monde, alors que vous ne parlez qu'à une minorité. Donc, il faut se méfier aussi de cela. Et donc, quand vous lisez les messages, vous savez que c'est quasiment le même message qu'on retourne 50 fois. Avec l'intelligence artificielle, un paragraphe peut être multiplié 10 fois. Donc attention, et je crois qu'il faut qu'on parle aux Sénégalais. Et eux, ils en ont besoin. Parce qu'on commence à ne pas exactement comprendre où est-ce qu'on va aller. Merci beaucoup Issa Sall. Merci à vous. Journaliste, directeur de publication de Comment Hebdo et ancien membre de la Sénat. Voilà, c'est la fin de cette édition presque spéciale et pour ne rien vous cacher, nous avons quelques petits soucis avec la technique, on va dire, donc quelques problèmes avec la machine. Ce sont les aléas. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.